Voilà, nous allons commencer. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus si nombreux pour la reprise de nos conférences après Pessah. On a tous bien mangé. Bon, maintenant, un petit peu de nourriture intellectuelle, ça va pas nous faire de mal. Surtout que nous recevons Alexandre Rifaï. Je vous remercie de l'accueillir. Alexandre, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Alexandre, ton parcours est extraordinaire, dans le sens littéral du terme, extraordinaire. Franco-syrien, une jeunesse en Syrie nourrie à la haine du juif, à l'antisémitisme exacerbé, la haine par défaut quelque part. Tu sais, je me souviens que je crois que tu l'as dit, tu l'as qualifié comme tel, avec une haine quelque part culturelle, viscérale, vers l'ennemi désigné. Et c'est pour ça que nous avons choisi le thème de cette conférence, qui est d'ailleurs le titre du livre qui sortira bientôt. Merci pour ce beau cadeau, puisque c'est une édition limitée en avant-première. Merci infiniment Alexandre, et merci à son éditrice, qui est ici. Et tu vas nous raconter un petit peu ton parcours, encore une fois atypique, extraordinaire, qui a un axe vraiment extrêmement important, c'est que ta démarche personnelle t'a permis de déconstruire le message de haine qu'on a pu te transmettre et te communiquer et t'inculquer. Donc à partir de là, tu pourras développer sur tous les thèmes qui te sont chers, notamment nous définir et nous décrire tous les déclics que tu as pu avoir, puisque c'est souvent un certain nombre de déclics qui arrivent à déclencher. Hein, c'est le principe de cette prise de conscience. Et puis on va échanger avec la salle à bâton rompu, puisqu'on a énormément de questions naturellement à te poser, compte tenu de ton parcours et compte tenu de ta personnalité très forte. Bravo pour ton engagement. Merci infiniment encore une fois d'être présent, de porter la voix d'un discours anti-haine, d'un discours d'amour quelque part et de rapprochement entre les peuples. Tu nous diras aussi comment tu as été où les gens dans les pays arabes ont pu être endoctrinés, et cette phase de désendoctrinement qui est très importante, que tu as amorcé toi par ton travail personnel. Voilà, donc nous allons écouter Alexandre avec attention, puis nous échangerons avec la salle, et ensuite tu pourras dédicacer ton livre. Merci encore de nous faire l'honneur de ta présence, Alexandre. Merci encore Harry de me recevoir. C'est un honneur pour moi d'être ici parmi vous aujourd'hui, chez toi, m'accueillir. Tu as accueilli beaucoup de personnalités qui ont plus d'engagement que moi, qui sont reconnues. Donc pour moi, je suis reconnaissant. Merci beaucoup de me recevoir. Merci aussi à vous tous d'être présents. J'espère que je vais pouvoir apporter mon regard, mon vécu, mon témoignage, et peut-être aussi mes réflexions, comme je dis dans mon livre. Mon témoignage n'est pas un livre de recettes ni de solutions. J'apporte juste un témoignage et je dis que pour faire la paix, pour construire la paix, il faut faire la guerre contre la haine. C'est ça mon message en réalité. Pardon. Alors avant de commencer, je voudrais faire une petite remarque. Je n'ai pas l'habitude de prendre la parole en public. Je suis aussi malentendant. Et même des fois gravement malentendant, je suis désolé. Pourquoi je vous le dis? Parce que vous allez entendre des mots, vous allez entendre des phrases qui sont peut-être mal prononcées à un moment donné. Donc, je vous prie de bien vouloir m'excuser. Je vais essayer d'être le plus clair possible. Et puis, il y a aussi l'émotion. Il y a aussi l'émotion d'être présent en face de tant de personnes. Je suis quelqu'un de l'écrit. Pour ça aussi, je suis malentendant et je me suis réfugié dans l'écriture depuis
mon enfance parce que j'arrivais à mieux m'exprimer en écrivant les choses. Aujourd'hui, je suis pas obligé, mais nous sommes tous obligés de prendre la parole, malgré les difficultés, malgré les barrages, malgré les freins. Nous n'avons pas le droit de nous taire. Et c'est le sens aussi de ma démarche humble et simple. Alors je vais commencer par vous choquer. Je vais commencer par vous interpeller. Je l'ai dit cette phrase au début de mon livre. Je vais vous la dire. Ne soyez pas naïfs. Ils veulent votre mort. Ne soyez pas naïfs, s'il vous plaît. Ils veulent votre mort. Oui, ne soyez pas naïfs. Ils veulent votre mort. Cette phrase, je l'ai prononcée à la fin de mon premier voyage en Israël, lors d'un dîner syrien que j'ai organisé à mes amis israéliens que j'ai rencontrés sur place. Et ils m'ont demandé de prendre la parole à un moment donné. C'est au terme d'un mois et demi de présence en Israël que je leur ai dit cette phrase. C'était avant le 7 octobre. Le 7 octobre n'avait pas encore eu lieu. Je me suis rendu compte, en fait, je suis allé en Israël, d'accord, parce que j'avais envie de rencontrer ces gens que je haïssais, ces gens à qui je souhaitais la mort, ces gens que je nommais mes ennemis, mes pires ennemis, le diable. J'avais envie de les rencontrer, vérifier de mes propres yeux. Est-ce qu'ils sont des diables? Et en réalité, au bout d'un mois et demi, je vais vous raconter, mais juste par cette introduction pour vous dire, je me suis rendu compte que mon voyage aussi avait un but. C'est après coup, je me suis rendu compte de dire à mes amis israéliens qui manifestaient contre Netanyahou à l'époque, qui manifestaient contre la réforme de la justice, en portant les drapeaux palestiniens. Le même jour, il y avait des attentats. Il y avait un attentat qui a tué une femme, médecin ou infirmière, je ne sais plus, qui allait travailler dans les territoires qu'on dit occupés, Judée et Samarie. Elle avait sa fille avec elle. Elle a été tuée à bout portant. Je me rappelle, j'étais en Israël. Le soir même, il y avait une manifestation contre Netanyahou. Et vous voyez un drapeau palestinien dans cette manifestation. Et moi, c'est pour ça, vous allez voir, je vais vous raconter, j'ai eu beaucoup de discussions avec des amis israéliens en disant, mais ne soyez pas naïfs, ces gens-là, ils veulent votre mort. Alors on va me dire, oui, tu prêches la haine, tu prêches la guerre. Il y a un facho, on me l'a dit même en Israël, pas uniquement en France. Des amis de gauche qui m'ont insulté en Israël en me disant, tu es un fasciste. Parce que je leur disais, et cette haine, je la connais depuis le cœur. J'ai vécu dans cette haine. J'ai entendu le mot de la mort. J'ai entendu, je l'ai même prononcé. J'ai été dans cette culture de haine. Je honte de cette culture de haine, de cette banalisation de la violence. Et je suis convaincu qu'aucune paix ne sera possible si cette haine persiste. Donc voilà, je suis né syrien. J'ai vécu en Syrie, grandi jusqu'à l'âge de 22 ans.
J'ai appris le français à 19 ans. Je suis né dans une famille communiste, à savoir aussi de deux parents de religion très antagonistes. Vous entendez aujourd'hui parler, ma mère est alaouite et mon père est sunnite. Mon père est sunnite d'une famille très islamisée, frère musulman, antisémite viscéral. Et tous les deux se sont rencontrés parce qu'ils étaient communistes. Ils se sont mariés, ils nous ont eu, nous, 3 enfants. Déjà, j'ai vécu dans cette configuration familiale. Pour moi, c'était déjà un défi. Pourquoi? Parce qu'en Syrie, vous êtes défini par votre appartenance religieuse. Et j'étais entre les deux. Ni l'un, ni l'autre. J'étais entre les deux. Et j'ai entendu déjà, avec mon nom de famille, c'est un nom de famille sunnite. Donc je pouvais passer parmi mes camarades de classe en tant que sunnite. Entre sunnites, il y avait cette haine des Alaouites, cette volonté de les tuer, comme aujourd'hui on les massacre. Je suis né aussi dans un pays où il y a 3 courants que tous opposaient entre eux, tout opposé. Donc bien sûr ma famille communiste. Le communisme de la Syrie, c'est pas le communisme de la France. Moi, ma mère était communiste et féministe. Elle a fait de la prison parce qu'elle était communiste, parce qu'elle était féministe. Ma mère qui était communiste, elle luttait contre le voile islamique. Elle faisait une classe avec 5 camarades communistes pour recevoir les femmes analphabètes, leur apprendre à lire et à écrire. Parce qu'elle savait que c'est par l'apprentissage, par la culture, qu'on peut lutter contre l'islamisme qui rangeait déjà la société syrienne. Et la gauche syrienne était aussi une gauche laïque, bizarrement démocrate. Elle appelait à la démocratie. Pour un communiste, c'est quelque chose d'étrange. Le deuxième courant, bien sûr, c'était les frères musulmans, qui montaient progressivement, qui gangrénaient la société syrienne dans l'administration. On construisait des mosquées partout, on voyait de plus en plus de femmes voilées, etc. Aux grandes dames de mes parents, de mes camarades communistes, on voyait cette cette augmentation, cette présence massive de plus en plus de l'islam politique. Et ces frères musulmans, ils avaient 2 haines. La haine des juifs d'Israël et la haine des alaouites, encore une fois. Je le vivais. Le troisième courant, c'est bien sûr le régime bassiste de Hafez el-Assad père, qui, lui, c'est un régime nationaliste, militariste, dictateur, sanglant, qui jouait sur tous les tableaux, donc il encourageait en même temps les islamistes et en même temps, soi-disant, les mettait en prison. Tout ça pour vous dire que ces 3 courants antagonistes sur le papier, ils avaient un point commun. Ils avaient un point commun. Vous avez une haine commune, une cible commune, c'est la haine d'Israël, et c'est l'ennemi numéro 1 de tous les 3, c'est Israël. Donc la haine d'Israël, je l'ai respirée, matin, midi et soir. Le régime s'est présenté comme le défenseur de la cause palestinienne. Tous les 3, pas uniquement le régime, la cause palestinienne, c'était une religion.
c'était même pas une cause politique, c'était une religion. Matin, midi et soir, vous allumez la radio, donc la première chose que vous allez entendre, ce n'est pas Israël, c'est l'entité de l'ennemi sioniste. On ne prononçait pas le mot Israël. L'entité de l'ennemi sioniste, en arabe, Kayan al-Adou al-Stahyoun. Le mot Kayan a beaucoup de sens. Le mot Kayan, c'est une entité, c'est plus qu'une entité. C'est un corps étranger. Un Kayan, c'est un corps greffé quelque part, parce qu'il est étranger. Il ne fait pas partie de la nature, de l'environnement naturel du Moyen-Orient. Ce sont des colons venus d'Europe pour tuer les Palestiniens, pour voler leurs terres, brûler leurs maisons. Pas uniquement ça. Les sionistes avaient un but, humilier la nation arabe, humilier les musulmans. C'est le but. C'est ce qu'on entendait. À l'époque, il n'y avait pas Internet. On avait une chaîne télévision. Il n'y a pas de source d'information. On ne parlera pas de l'histoire juive ou des colons, des Européens. On ne parlera pas de ces racines millénaires qui lient les Juifs à cette terre, que malgré les pogroms, malgré la dispersion, malgré la haine et les guerres, les Juifs ont toujours entretenu cette promesse. Demain à Jérusalem. Demain à Jérusalem. On ne parlait pas de cette légitimité. Non, les Israéliens n'ont aucune légitimité sur cette terre. Tant pis si tout prouve le contraire. La langue hébreu. C'est quoi la langue hébreu? C'est une langue qui a survécu. Alors oui, bien sûr, en Pologne, elle est parlée différemment, qu'au Maroc, qu'en Irak, qu'en Syrie. Mais le cœur de cette langue existe. Les Juifs l'ont fait vivre. Chaque communauté à sa manière. Et c'est la preuve absolue pour moi de cette légitimité du peuple d'Israël sur cette terre, sur son histoire, sur son attachement à son histoire. Mais nous, on ne racontait pas ça. On nous disait, non, l'entité de l'ennemi sioniste, ce sont des colons. On peignait le visage du monstre. On disait que tout est permis pour combattre donc cet ennemi. Vous avez un ennemi, vous êtes imbibé matin, midi, soir par cette haine de l'ennemi. À l'école, il y a un cours dédié qui s'appelle le cours de l'éducation nationale. Tout au long de ce cours, vous entendez les mêmes rhétoriques. Comment on va combattre cet ennemi sioniste? À la limite, j'aurais pu parler de l'histoire de cet ennemi sioniste, de dire comment il est venu, pourquoi il est venu, mais non, même pas. C'est juste la haine et comment on va le combattre. Des cours d'éducation militaire, pourquoi pas, mais ce cours était dédié pour distiller cette haine d'Israël. Et donc, vous êtes endoctriné en fait. Votre cerveau est lavé, c'est un lavage du cerveau. C'est pas uniquement des communautés, c'est tout un pays, c'est toute une nation. Tous les pays arabes sont imbibés de ces chansons, moi, ce que j'appelle les chansons des marchands de la côte palestinienne. On les entend depuis avant la création de l'État d'Israël.
jamais il y a eu une remise en question, un questionnement. On n'a pas le droit de questionner. On n'a pas le droit, on peut pas questionner, on peut pas poser de questions. C'est quelque chose de normal. Donc, face à l'ennemi, on va justifier la mort, on va justifier les attentats suicides, même contre des enfants, même contre des femmes, des vieillards sortant de synagogues. C'est l'ennemi sioniste. Je me rappelle, il y avait 14 ans. À l'époque, il y a eu un attentat suicide, une femme kamikaze qui s'est fait exploser au Liban. C'était la première femme kamikaze. Il y a toujours des hommes, mais c'était la première femme. Elle n'était pas islamiste. Elle n'était pas Hezbollah. Elle n'était pas djihadiste. Elle était communiste. Elle était communiste. Je pense que c'était en 83, 84. Non, 80, 80, 81. C'était la première femme kamikaze. Pour nous, les communistes, parce que moi je faisais partie aussi de cette jeunesse, de la jeunesse communiste, de parti communiste, hein, c'était une sorte de fierté, une sorte de référence, une source d'inspiration. C'est ça la lutte, c'est ça la résistance. Se faire exploser, mourir en tuant l'ennemi. Normal, banal, rien de... Personne ne peut dire, il n'y a pas de problème, elle avait 19 ans. J'étais plus loin, j'étais tellement imbriqué, tellement dedans dans cet endoctrinement à 14 ans, alors que je tenais un journal intime, personnel d'un adolescent. Et ce journal s'est transformé parce que je racontais ce que je pensais de cet attentat suicide, etc. Et s'est transformé en roman. Le roman raconte l'amitié entre deux garçons, un islamiste et un communiste qui était censé être moi. Et ces deux amis, alors qu'ils avaient, dans le roman, 16, 17 ans, ils se sont engagés dans un camp d'entraînement pour devenir des kamikazes, pour aller se faire exploser. Donc le roman raconte ce dialogue entre l'islamiste et le communiste qui tout se paraît, tout n'avait rien de commun, et même le communiste disait mais je ne supporte pas sa manière de parler, je supporte, enfin il y avait une haine viscérale entre les deux, mais en même temps une attirance, une sorte de, et puis surtout un combat désormais commun, de mourir pour la cause palestinienne. À la fin du roman, le communiste, qui est moi, a décidé de quitter le camp d'entraînement à 5 heures du matin, sans rien dire aux autres. Il les a laissés tomber. Il a dit, non, je vais faire mes études, je vais faire mon bac, je ne veux pas mourir, et je veux partir en France. Je l'ai dit dans le roman, je veux partir en France. Rien ne m'était prédestiné de partir en France. Mais c'était une sorte de, je sais pas, c'est le destin, mais aussi c'est un objectif. C'est aussi une décision. Je n'ai jamais été convaincu de cette haine, je n'ai jamais été convaincu, même si j'y participais. J'étais dans les manifestations, je brûlais les drapeaux israéliens, je criais mort juif. Mais au fond de moi, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors vous allez me dire, mais oui, mais c'est pas vous.
Mais beaucoup de gens me disent, mais c'est normal, c'est la résistance. C'est normal de résister contre le colon. C'est pas une haine antisémite. C'est pas une haine contre le juif, ce qu'on nous dit toujours. Haïr Israël, critiquer Israël, c'est pas contre le juif. Mais moi, je vois maintenant différemment les choses. En réalité, la haine du juif était présente dans tous les discours sociaux. Ma mère, qui est communiste, dans sa famille, j'entendais toujours les insultes sales pour juifs. À l'école, quand on veut insulter un camarade, on le traite de juif. Dans les séries feuilletons de télévision, historiques, même historiques, pas forcément contemporains, il y avait toujours le personnage juif, l'incarnation du mal, de la laideur, de la saleté, de la méchanceté. Et quand c'était une femme légère. Et donc, en fait, toute la scénarisation de portraits juifs était mauvais. C'était des gens, comme dirait le film italien, sales, moches et méchants. Et vous ne pouvez que les haïr, les mépriser et même en être dégoûté. C'est ça, l'antisémitisme contre le juif dans la culture, pas forcément uniquement syrienne, je dirais. Je sais qu'il est critiqué, mais dans la rue arabe, en entier, c'est comme ça. Je, heureusement pour moi, j'ai toujours été donc athée. Je suis né athée. Mais ça m'empêchait pas d'écouter les prêches de mosquée. J'avais la malchance d'avoir une chambre qui donnait sur la cour d'une mosquée. Et tous les vendredis, j'étais obligé d'écouter la prêche de mosquée parce que même si vous n'êtes pas à l'intérieur de la mosquée, vous entendez depuis le haut-parleur la prêche de l'imam. Je peux vous assurer que pas un vendredi, pas une prêche de vendredi, sans parler de juifs. Les juifs, les tueurs de prophètes, les juifs buveurs de sang, etc., etc. Et ça finissait par la justification de leur meurtre. C'est-à-dire Dieu a ordonné de les tuer. Vous êtes en droit de les tuer. Et c'est ça l'endoctrinement, c'est ça l'antisémitisme, dans lequel j'ai grandi. Alors dans le livre, je raconte beaucoup d'anecdotes, je vous dirai pourquoi j'ai écrit ce livre. Mais j'ai envie de vous dire parce que beaucoup de gens me disent, mais Alexandre, comment toi comment tu t'en es sorti? Et pourquoi toi? C'est vrai, pour moi. Il y a un mot qu'en France paraît très abstrait. On ne connaît pas le véritable sens de ce mot, auquel j'y crois profondément. Ça s'appelle l'éducation. L'éducation de ma mère, l'éducation des parents. Le moindre mot que vous prononcez à votre enfant quand il est en bas âge, il va l'enregistrer et il va faire son bout de chemin, il va peut-être prendre un choix différent ou pas, mais il a entendu ces mots. Et moi, ces mots, je les ai captés. Ma mère, elle n'était surtout pas pro-israélienne, mais elle a planté des graines en moi, sans le vouloir peut-être.
Je me rappelle, pendant la guerre du Kippour, comme si c'était hier, mon père était décédé. Mon oncle paternel, comme le devoir l'exige, il faut qu'il vienne rendre visite au neveu au fils de son frère. Et surtout ne pas les laisser aux mains d'une communiste féministe alaouite de surcroît. Et donc, il venait nous rendre visite pendant la guerre du Kippour. Et on regardait les journaux, les captures de pilotes israéliens ou je ne sais plus. Et puis il a prononcé la phrase suivante: c'est dommage que Hitler n'a pas terminé son travail, on n'en serait pas là aujourd'hui. Je peux vous assurer. Je me rappelle de regard de ma mère. Moi, je ne connaissais pas Hitler à cette époque. Je ne savais pas ce qu'il a fait. Mais j'ai vu le regard de ma mère. Elle lui a dit mot à mot: tu sais, si Hitler avait terminé son travail, tu aurais été le prochain sur la liste. Maintenant, la visite est terminée. Tu peux disposer. Elle a chassé de la maison. Et la première chose qu'elle nous a dit quand elle est sortie, à nous, les 3 enfants: n'écoutez pas, c'est un fanatique. Elle nous a pas raconté la Shoah, elle nous a pas raconté ce qu'il a fait avec les Juifs, mais elle nous a dit: ne l'écoutez pas, c'est un fanatique. Pour moi, c'était la ligne rouge. J'ai toujours entendu la voix de ma mère. Je l'entends toujours en me disant: n'écoute pas les fanatiques. N'écoute pas les fanatiques. C'est une ligne rouge. Ma mère, par ce mot, elle a insufflé cette ligne rouge qu'on ne doit pas dépasser. Elle a compris, elle sait les plans, la vision, la dangerosité de ces islamistes pour la Syrie, pour tout le monde. Elle en faisait son combat. Et puis, elle a planté bien d'autres graines, j'en parle dans mon livre. Et surtout, ce qui m'a sauvé, c'est le doute. Il y avait ce doute permanent en moi. Ce n'est pas possible que tant de haine soit justifiée. Il y a quelque chose qui cloche. Venant d'un sphère politisé du parti communiste syrien qui nous rabâchait fièrement à l'oreille que l'Union soviétique était le premier pays à avoir reconnu l'État d'Israël, et en même temps ils étaient anti-israéliens. Il y avait toujours dans ce qu'on appelle les lectures sur Israël ou sur même le parti communiste en Union soviétique, il y a quelque chose de commun qui nous faisait rêver, nous, les communistes, qui nous parlait. Ce sont les kibboutz. Les kibboutz, c'est des communautés égalitaires. Normalement, c'est la gauche qui faisait. Tout le monde pouvait travailler, tout le monde avait un rêve idéal, pas de propriété, tout le monde propriétaire de tous, etc. Donc je comprenais pas, je me disais, mais ça correspond à notre idéal communiste, pourquoi on est contre? Et puis, plein d'autres anecdotes, comme tu dis, Harry, c'est vrai, je peux lister des dizaines et des dizaines. Mon arrière-grand-père maternel, on nous raconte qu'il faisait partie d'une délégation d'Alaouites qui sont allés voir les Français avant leur départ. Et ils leur demandaient: s'il vous plaît,
ne quittez pas. Ils vont nous tuer après votre part. Vous nous avez donné une sorte d'autonomie pendant le mandat français. C'est la première fois de notre vie, on a cette indépendance, une sorte d'indépendance. Puis il a ajouté, nous, les Alaouites, nous sommes prêts à reconnaître l'État juif, qui n'était pas encore reconnu, parce que c'était en 46-47. Nous sommes prêts à reconnaître cet État. Nous savons la haine que les musulmans ont envers les juifs, et nous sommes solidaires des juifs. On veut les reconnaître. Ça, quand on me dit ça dans ma famille, tout en disant, il ne faut pas répéter. On avait honte. Et en même temps, aujourd'hui, les Alaouites d'aujourd'hui, qui sont pris à la gorge, qui sont massacrés par les islamistes syriens, ils glorifient Israël et ils demandent sa protection et ils vont même le prendre comme un exemple de la coexistence, à juste titre. Mais pour vous montrer, voilà, ce sont des contradictions dans lesquelles j'ai vécu et qui m'ont en fait poussé à ne jamais accepter, ne jamais vraiment croire, et surtout le fait que je sois athée. Mon communisme m'a sauvé. Aujourd'hui, je suis pas communiste, je vous rassure. Je suis très loin du communisme, mais le communisme m'a sauvé. Parce que si j'étais né dans la partie paternelle, vous aurez vu en face de vous aujourd'hui un militant LFiste. Vous aurez vu en face de vous un antisémite notoire. Mais oui, donc c'est un traductoire, c'est aussi de ne jamais, jamais pu croire au discours des islamistes. C'est épidémique, c'est pas très, on va dire, scientifique de dire ça, épidémique, mais j'avais cette allergie. C'est aussi grâce à l'éducation de mes parents. Alors, un dernier déclic, pendant l'année de mon baccalauréat, je me suis rendu compte qu'il y avait un camarade à côté de moi, à 2 mètres. C'était pas un ami, je le connaissais pas. Il était toujours seul dans son coin. On ne savait pas pourquoi. Et moi, j'ai jamais fait l'effort pour le connaître. Mais il était le meilleur de la classe. Au moment de mon baccalauréat, j'ai appris que ce camarade ne pouvait pas prétendre aux mêmes études que moi, alors qu'il était meilleur que moi. Il ne pouvait pas, surtout, prétendre à la bourse, à la même bourse que moi, qui m'a permis d'apprendre le français et de venir en France. Pourquoi? Parce qu'il était juif. C'était bien sûr un déclic, une rupture brutale, mais en même temps, il y avait deux sentiments. Un sentiment d'injustice à son égard, parce que c'est pas juste, mais le plus honteux, j'étais effaré. J'étais effaré moi-même. Comment j'avais un juif dans ma classe et il ne le disait pas. Il se cachait. Avec le recul, je me disais qu'il y avait, je sais pas comment j'y ai pensé à l'époque, mais j'ai l'impression aujourd'hui que j'ai pensé comme si j'avais un criminel dans ma classe. Il était enfui et caché. Donc c'était cette contradiction des sentiments. En même temps, j'étais triste pour lui, en même temps, j'étais presque dégoûté, révolté. Comment ça se fait? J'ai jamais vu du juif de ma vie. Jamais j'avais vu un juif. Pour moi, ça ne pouvait pas exister en Syrie. C'est avec ce bagage que je suis venu en France. Avec ces contradictions, avec ces questionnements, mais surtout avec beaucoup de bagages, de clichés.
des clichés antisémites, des clichés antisionistes. Avant de monter dans l'avion, et même en arrivant à Paris, on m'a dit, on m'a soufflé dans l'oreille, fais attention, la France est infectée de juifs, la France est infectée de sionistes. Fais attention, ils sont partout. Profs, journalistes, et ça s'est confirmé parce qu'à chaque fois que je rencontrais des gens, ils me disaient, tel journaliste est juif, tel banquier est juif, tel, et même des Français, hein, c'est pas uniquement des Arabes de ma culture, mais j'étais étonné parce qu'on définissait tel ou tel par être juif. Je me rappelle, j'étais avec une amie, on regardait 7 sur 7 d'Anne Sinclair, et la première chose qu'elle me dit, elle est juive. Et alors, elle pose la question à je ne sais plus quel homme politique, sur la politique française, pourquoi me dire qu'elle est juive? Donc, pour vous dire, en arrivant donc en France, le premier jour, tellement on m'a dit que j'allais rencontrer des juifs, que je devais m'en méfier, etc. Je vous assure. On m'a donc, je suis descendu de l'avion, on m'a pris, donc on était un groupe de boursiers, hein, donc on était bien gâtés. On nous a pris dans une sorte de car et on nous a ramenés directement à l'hôtel dans la rue Mouffetard. Donc là où j'ai vraiment posé le pied la première fois de ma vie en France, c'est la rue Mouffetard. Donc moi j'ai quitté mes camarades, j'avais envie d'être libre, j'avais envie de regarder à quoi ça ressemble la France. Et cette voix, non mais celui-là doit être juif, celui-là doit être sioniste, celui-là. Je regardais et je me disais, mais où ils sont les juifs, où ils sont les sionistes. On est tellement imbibé par cette haine que, en fait, on devient parano d'abord et ensuite, on est conditionné par ces a priori-là. En réalité, cette petite voix m'a dit, mais je vois pas des gens méchants. Je vois des gens, la première fois de ma vie, je vois des gens s'embrasser dans la rue. Je vois des gens s'aimer, je vois des gens manger dans les restaurants, jouer la musique. Pour moi, la rue Mouffetard, c'était la liberté, la révélation, la respiration. Je voyais la vie. Je voyais pas cette haine, ce sionisme dont on me rabâchait l'oreille matin, midi et soir. Et en fait, en réalité, voilà, la France a commencé comme ça. La première chose que je me suis rendu compte qu'en France, bien sûr, je pouvais douter librement et à haute voix. En Syrie, je pouvais douter, je gardais chez moi. Jamais j'ai parlé de mes doutes. Quand j'ai essayé de parler avec ma mère, c'était le refus. Donc, je gardais mes doutes. En France, je pouvais les partager. Et c'est en partageant mes doutes avec mes camarades que j'ai pu entamer, ne serait-ce que le début d'un cheminement, d'un changement. J'ai rencontré des gens formidables, comme en Israël d'ailleurs. Mais j'ai rencontré des gens en France qui m'ont donné des choses à lire. Encore, je reviens à l'éducation. Ils m'ont éduqué. Ils ont fait mon éducation, en me conseillant des livres. L'Exodus de Léon Urus. Je l'ai lu quelques mois, ou peut-être une année après mon arrivée. C'est la première fois que je découvre l'histoire de la création de l'État d'Israël de cette manière. C'est surtout aussi, ils m'ont fait voir des documentaires. Je me rappelle la première fois que j'ai vu un documentaire sur la Shoah. Bien sûr, en Syrie, on nous parle de 6 millions de morts. Surtout ma mère. Elle va vous dire que des camarades communistes, soviétiques,
jamais de juifs. Le mot juif n'existe pas. Et moi, j'ai vu ce documentaire. Je suis désolé, c'est dur, mais je dois le dire. Qui m'a détruit quand je l'ai vu. Je voyais les vestimes de la Shoah rentrer dans ce camp de concentration et je voyais ce tri se faire. Le manteau à droite, les chemises à gauche, les pantalons à droite, les chapeaux à gauche, les chaussures à droite, etc. Je ne sais pas si c'est dans le film, mais je garde cette image qui m'a parlé en moi, en me disant, ben en fait, au bout de ce chemin de tri, d'objets, de dentiers, de bijoux, tout, on voyait tout, tout est sélectionné, tout est trié. Au bout de ce chemin, vous avez le four crématoire. On dépossédait ces gens de leur humanité, de tout ce qu'ils possédaient, pour les jeter dans la mort de cette manière atroce. Je me suis dit, mais comment peut-on justifier cette industrialisation de la mort de cette manière? Aucune cause ne peut justifier une telle sauvagerie. Je le dis tellement avec colère que comme aujourd'hui j'entends les abjections comparer Gaza au camp de concentration, dans les pays arabes, ok, on a l'habitude d'entendre ça. Mais en France, qu'est-ce qu'ils ont appris à l'école, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont découvert? Qu'est-ce qu'on leur a dit, là? On peut pas comparer Gaza au camp de concentration. C'est abject pour moi. Et donc, ces images m'ont beaucoup perturbé à l'époque et m'ont aussi aidé à dire, en fait, cette sauvagerie montre que cette haine d'Israël, c'est pas une haine, c'est pas une animosité à l'égard d'Israël, c'est une haine humaine, c'est une haine contre des humains, et tout simplement. Et je ne pouvais pas m'adhérer. J'avais honte que nous, on n'était pas au courant. Encore une fois, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas. À l'époque, il n'y avait rien, on avait juste les manuels scolaires. Mais aujourd'hui, quelle est l'excuse? Quelle est l'excuse aujourd'hui pour ces gens-là pour dire des bêtises pareilles, excusez-moi ma vulgarité, mais c'est impossible. Et donc, voilà, j'ai retravaillé, j'ai repensé à mon camarade d'école à l'époque. Je pensais de manière un peu naïve, un peu, je sais pas, un peu humaine, oui, naturelle, que je vais militer pour la coexistence entre Palestiniens et Israéliens. J'étais scénariste à l'époque, j'avais fait une formation de scénariste, je proposais des scénarios à des maisons de production. J'avais écrit Grandir ailleurs, mon premier roman qui s'inspirait de cette histoire avec mon camarade juif. Et j'avais proposé un scénario d'histoire d'amour entre une juive et un arabe en France. Et voilà, cette productrice m'avait reçu, m'avait même payé le développement de ce scénario. Mais la première phrase qu'elle m'a dite, tout de suite, en rentrant dans son bureau, les Syriens sont très antisémites. Et moi, en fait, j'avais très très mal pris. C'est-à-dire que j'ai pris ça contre moi personnellement. Alors que moi, je viens de lui apporter un scénario, au contraire, pour la coexistence, l'amour et tout, elle me traite d'antisémite. Et en même temps,
J'étais tellement secoué dans mon amour propre, oui, c'est vrai, que ça a déclenché un autre déclic en moi. Parce que tout ce que je vous ai raconté, c'était dans mon inconscient. Je savais que ça existait, je réfléchissais, j'y pensais. J'avais jamais fait le travail d'inscription, le travail de retranscription de ces moments de ma vie d'antisémite en Syrie. Donc j'ai commencé à écrire un journal. C'était pas forcément destiné à être un livre. C'était pour moi, pour voir si cette dame elle avait raison ou pas. J'ai écrit 150 pages, voire plus. Je notais tout ce que j'ai vécu depuis ma naissance jusqu'à mon arrivée en France. Et c'est ça qui a donné en fait la jeunesse d'un Syrien en Israël en disant que je veux examiner les archives de mon passé et en réalité voir vraiment si elles disaient vrai. Mais jamais dans mon idée j'acceptais l'idée ou l'idée me venait à l'esprit de partir en Israël. J'étais français depuis des années. Logistiquement parlant, je pouvais partir. J'avais le passeport français, donc vous pouvez aller en Israël, ne serait-ce que partir en vacances. Mais non, c'était une transgression. Alors que j'étais entre deux, j'étais encore une fois, dans cette mouvance de paix, de volonté, de rapprocher les deux. J'étais je suivis de près les accords d'Oslo qui ont beaucoup donné d'espoir, qu'on pouvait dire que voilà. Mais c'était de loin. Et là, ce travail de transcription, d'enregistrement, d'écriture, encore une fois, je viens de l'écriture, m'a beaucoup aidé et m'a fait arriver à la constatation suivante. C'est bien beau de raconter tout ça. T'as jamais voulu mettre les pieds en Israël. Pourquoi? Et en réalité, c'est là où j'ai décidé de partir en Israël en 2023. Presque 30 ans après mon arrivée en France. J'ai mis du temps. Et je me suis même rendu compte que c'était un rêve inavoué. Pour moi, c'était impossible. Oh, de toute façon, ils allaient me refuser. Un Syriens en Israël, ils me laisseraient même pas passer à l'aéroport. J'étais persuadé. Et puis finalement, j'ai dit, je vais y aller. Je connaissais personne. Je connaissais vraiment personne. J'ai pris mon sac à dos. S'il y avait un contact des parents d'une amie israélienne qui me mettait beaucoup en garde. Tu vas pas pouvoir passer les frontières. Ils vont pas te laisser passer. Fais attention, etc., etc. Mais bon, j'ai pris mon sac à dos, je suis parti en Israël. Donc bien sûr, c'était quelque chose, une transgression, une trahison pour ma famille. Pour mon frère, il a coupé tout contact avec moi. Du moment où j'ai décidé d'aller en Israël, alors que lui, il n'est pas islamiste, il se dit pour la paix, mais pour lui, c'est une trahison. Comment je peux aller dans un pays qui occupe le Golan? Comment je peux aller dans un pays qui massacre les Palestiniens, etc., etc. Je connais toute la chanson. Moi, c'était une décision. J'avais décidé d'aller en Israël parce que je voulais. Alors, ça perturbe beaucoup de gens. Oui, je voulais opter le point de vue israélien. Je voulais me mettre de leur côté. Alors qu'il y avait beaucoup de réticence, peut-être. Ils ne comprenaient pas tout. Mais c'était une décision. Tu vas y aller, tu vas les écouter, et tu vas même opter leur point de vue.
Et je suis arrivé à Ben Gurion. Bien sûr, à l'aéroport à Paris, je raconte dans le livre tout un épisode, vous comprenez la situation, mais quand même, ils m'ont laissé passer. Et j'arrive à l'aéroport en Israël, et là, je suis en Israël, vraiment. Je dépasse le contrôle, je passe les contrôles, je suis dans un grand hall, vous savez, avec les grandes colonnes, et je me dis, où tu es? Est-ce que tu te rends compte où tu es? Je regarde tous ces gens-là, qu'un jour j'ai haï, un jour j'ai souhaité leur mort. Ils sont tous autour de moi. C'est incroyable. Je me dis, tu devrais peut-être rentrer en France. Il n'était pas trop tard encore. Je savais que, bien sûr que non. Mais c'était comme un rêve. Je croyais pas. Je vous assure que je suis resté 2 heures planté dans ce hall, comme perdu. Comme à regarder les gens. Et puis je me suis dit, arrête ton enfantillage. T'es pas venu pour repartir, t'es venu pour connaître ce pays. Donc, tu vas te lever, tu vas prendre le train, tu vas prendre ta location à Tel Aviv. Et c'est le début du grande aventure qui a commencé avec une rencontre inattendue. Tout de suite, en attendant ma location en bas de la location, il fallait encore attendre 1 heure ou 2. C'est un juif irakien qui m'aborde, qui vient s'asseoir à côté de moi, à table. Il me parle de lui, il me parle de son périple, comment il a quitté l'Irak, comment il a été torturé, comment il a échappé à la mort. Et pendant 1 heure, il me raconte sa vie de juif irakien. Pour moi, c'était irréel. D'où il sort ce monsieur qui me raconte cette histoire. Mais aussi, c'était un signe de destin. Parce que tout au long de ce mois et demi que j'ai passé en Israël avant le 7 octobre, c'était des rencontres en cascade, des rencontres, des boules de neige, des gens que je ne connaissais pas, des gens que je croisais. À Paris, je ne suis pas aussi sociable que ça. Hein. Dans un café, on m'aborde pas, je parle pas, je suis très timide. Là-bas, non. De rencontre en rencontre, les gens m'amènent, me traînent, me disent de venir. Le lendemain, dans un train, après-demain, on m'amène à Masada. C'est des rencontres fabuleuses. Et j'ai découvert un Israël que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert un pays qui aime la vie d'abord. On me dit oui, t'as pas vu de sionistes dans la rue, t'as pas vu de chars, t'as pas vu de militaires. Je dis oui, j'ai vu des femmes, de belles femmes militaires portant des kalachnikovs, oui. Mais vous savez, parce que pendant ma présence en Israël, il y a eu plusieurs attentats. Donc oui, ils portent des armes. C'est leur seule manière de se protéger. Et heureusement, parce qu'à chaque fois, s'il n'y avait pas cette protection, combien de morts il y en aurait? Les gens qui entourent Israël, ils veulent leur mort. Et donc, que voulez-vous faire? Qu'est-ce que vous feriez à leur place? Qu'est-ce que vous feriez? Donc oui, j'ai vu des militaires, j'ai vu beaucoup de gens qui aimaient la vie, qui respiraient la vie. J'allais plus loin. À chaque Israélien que je rencontrais, je posais des questions. J'avais une sorte de questions comme ça que je répétais aux gens. Qu'est-ce que vous pensez des Palestiniens? Qu'est-ce que vous pensez de la solution? Quelle solution on pouvait envisager, etc. Je peux vous assurer que la grande majorité des gens, des Israéliens à qui j'ai posé cette question,
me disait qu'il veut dire, parfois c'est textuellement, on m'a dit cette phrase, on aimerait bien aider les Palestiniens, on aimerait bien aider leurs enfants, on aimerait bien que la vie de leurs enfants soit améliorée, on aimerait bien vivre avec eux, on ne sait pas comment. Est-ce qu'on doit mourir pour leur laisser la place? Certains me disaient ça. Et moi, je me suis dit, à chaque fois qu'on me répond ce genre de questions, ce genre de réponses, de l'autre côté, de là où je viens, combien de fois j'aurais pu entendre, on aimerait bien aider les Palestiniens, les Israéliens. On aimerait bien les protéger contre les terroristes. On aimerait bien ne pas les tuer. Jamais j'entends ce discours de l'autre côté. Au contraire, on veut la mort, leur mort, on justifie la mort, on l'applaudit, on glorifie, et pour eux, c'est naturel. Donc, il y a au Moyen-Orient des gens qui aiment la mort et d'autres qui aiment la vie. C'est ça la différence civilisationnelle. Ils aiment la mort même pour leurs enfants. Vous connaissez mieux que moi la phrase de Golda Meir. Nous n'aurons pas la paix tant que les Arabes n'aiment leurs enfants plus qu'ils nous détestent. Il ne peut pas être plus véridique que ça. Cette phrase résume toute la haine et tout le problème au Moyen-Orient, au Proche-Orient. Alors oui, j'ai rencontré des amis de tous bords. J'ai rencontré, comme je dis dans les livres, beaucoup de gens de gauche, de la gauche israélienne, parce que j'ai adoré Tel Aviv, j'adore encore, même si j'adore aussi Jérusalem. Mais j'ai rencontré beaucoup, même des gens dans le café. On voulait m'amener avec eux dans les manifestations. On m'a même pris une photo alors que je refusais d'être dans la manifestation et on l'a mis sur Facebook. Notre ami syrien est contre la dictature de Netanyahou. J'ai reçu cette notification à 1h du matin qu'on m'a tagué dans Facebook, alors que moi, j'avais refusé catégoriquement d'être dans la manifestation. Il a appelé ce monsieur qui est devenu un ami, il lui dit, tu supprimes, je veux pouvoir revenir en Israël. Moi, j'ai rien demandé, mais je n'ai pas à m'intervenir dans la politique israélienne. C'est votre problème, votre manifestation, vous avez la chance de pouvoir manifester, c'est très bien. Mais moi, je ne veux pas. Il l'a supprimé. Mais, et j'ai rencontré des gens, comme je disais tout à l'heure, qui m'engueulaient, qui m'insultaient en me disant qu'il n'y avait rien à faire, à dire aux Israéliens ce qu'ils doivent faire. Bah, je dis, je vous dis rien, mais moi, je vous dis juste que vous êtes entouré de cette haine, que je viens de cette haine. Quand cette personne me dit, je lui dis, mais c'est quoi la solution pour toi? Comme à chaque fois, il pose la même question. C'est quoi la solution pour toi? Il faut ouvrir les frontières. Il faut un état binational tout de suite. Il faut donner les droits, le même droit aux Palestiniens. Nous avons pris leur terre. Ils ont le droit de vivre. C'est une Israélienne qui se considère sioniste. Elle dit, je suis sioniste. Et c'est cela qui a provoqué qu'elle était à ce dîner syrien. C'est cela qui a provoqué ma phrase, ne soyez pas naïfs, ils veulent votre mort. Et vous savez quoi? Mon voyage était avant le 7 octobre. Le 7 octobre, le matin,
Nous avons tous été dans la sidération la plus totale. J'étais en France. À 7h30, mon téléphone vibre de notifications en rafale. Je ne comprenais pas ce qui se passait. On s'est rendu compte après ce qui s'est passé. Des vidéos, des amis qui ne comprenaient pas ce qui se passait. C'était dans la peur la plus totale, l'effarement, la sidération, l'incompréhension. Enfin, on était titanisés tous ce matin-là et pendant des mois et des mois. Mais ce matin-là, la même personne qui me disait qu'il fallait ouvrir les frontières et qu'il fallait accueillir tout le monde, elle m'a dit mot à mot, j'ai son message, Alexandre, il avait raison. Ils veulent notre mort. Ils veulent notre mort. Voilà. C'est un peu la jeunesse. Donc, un Syrien en Israël aussi, c'est l'enregistrement de la poursuite de ce voyage. Tous les matins, encore une fois, c'était pas prévu que ce soit un livre. C'était mon journal à moi. Je pensais pas que ça pouvait intéresser quelqu'un. Tous les matins, je me réveillais, j'allais presque dans le même café à Tel Aviv. J'écrivais tout ce qui me traversait, tout ce que j'ai fait la veille. Les rencontres, les phrases, les émotions, les doutes, mais aussi l'apprentissage. Parce que mon voyage m'a aussi permis d'apprendre l'histoire d'Israël, des choses que je ne connaissais pas, que j'aurais pu d'ailleurs lire dans le livre, mais sans doute c'était la paresse, sans doute c'était je ne sais pas quoi, mais j'ai découvert au fur et à mesure, pendant mon voyage, des pages que j'ignorais de l'histoire d'Israël, en visitant le musée de la Haganah, en visitant la tour Shalom, etc., etc. J'ai découvert qu'il y avait un parcours de l'indépendance qui vous raconte l'indépendance de l'État d'Israël, qui vous raconte la création de la ville de Tel Aviv en 1907, etc. Et donc, en fait, je notais presque une écriture automatique, plein de fautes, des mots coupés. Il fallait écrire tout ce qui me traversait à la tête, dans l'esprit. Un mois et demi, pas un jour sans ce matin. C'était un moment sacré pour moi. Et je suis revenu en France, encore une fois, comme grandir ailleurs, mon roman, je l'ai laissé dans un tiroir, en disant, je ne sais pas ce que je vais en faire, je lirai peut-être un jour. Et puis il y a eu le 7 octobre, j'aurais pu le sortir, l'écrire avant le 7 octobre, parce qu'en réalité, mon livre raconte, il dit, ce qui est arrivé au 7 octobre, c'était prévisible. C'était cette haine dans laquelle j'ai vécu qui a provoqué le 7 octobre. Oui, je le revendique aujourd'hui, je suis un pro-israélien. Je suis pas un ami d'Israël, je suis un pro-israélien. Je le revendique qu'on me le reproche. Même dans le camp des amis d'Israël, on m'a demandé, on peut pas t'inviter à parler dans tel ou tel événement parce que tu es taxé d'être trop pro-israélien. On m'a demandé même de changer ma biographie sur mon compte Twitter parce que ça fait trop Israël. Eh ben bien non, ne m'invitez pas. Je ne veux pas. Je garde cette conviction qui est au fond de moi que pour bâtir la paix, il faut déconstruire la haine. Et ça, c'est mon combat, ça, c'est le message de mon livre. Et je ne suis pas devenu pro-israélien parce qu'il faut être pro-israélien. Aujourd'hui, c'est pas à la mode d'être pro-israélien. Et je persiste parce que je me suis rendu compte de l'injustice. De l'injustice dont est
estiment le peuple israélien, le peuple juif. Comme je disais tout à l'heure, c'est depuis toujours, on ne reconnaît pas. En fait, le véritable problème de tous ces antisémites et de tous ces haineux d'Israël, ils ne reconnaissent pas à Israël de roi, à l'autodétermination, à l'existence. On ne reconnaît pas sa légitimité sur sa terre historique. Ils étaient là avant les musulmans, ils étaient là avant les chrétiens, ils étaient là avant les romains, ils étaient là avant tout le monde. La mosquée Al-Aqsa est bâtie sur les vestiges d'un temple juif. Qu'est-ce que vous voulez de plus injuste? Aujourd'hui, un juif ne peut pas mettre le pied sur l'esplanade de le monde du temple, sauf autorisation. Sauf autorisation. Bah, donner à tout le monde. C'est Moshe Dayan, d'ailleurs, qui a instauré ça. Mais c'est pas le fait d'autoriser ou pas. Le plus scandaleux, c'est dans l'explication, dans la justification du monde arabo-musulman, que la présence d'un juif sur ce qu'ils appellent eux l'esplanade de la mosquée, qui est le monde du temple, la présence d'un juif salirait le lieu. Salirait le lieu. Pourquoi donc ça salirait le lieu? C'est leur lieu d'abord, ensuite pourquoi ça salirait le lieu? Au lieu de dire, allez, nous avons un Dieu commun, que même dans votre Coran, on lui dit, respectez les gens de livre. Les gens de livre, c'est les juifs et les chrétiens. Donnez-leur la possibilité d'aller prier sur un lieu qui est considéré leur lieu saint. Donc pour moi, cette injustice me révolte. Pas uniquement sur le monde du temple, mais sur cette négation de droit d'un peuple qui était là depuis des siècles et des millénaires, qui nourrissait cette espoir de revenir, et non, on lui dénie ce droit à être sur sa terre. Pour moi, il n'y a pas plus injuste que ça. La deuxième injustice, c'est que aussi dans mes lectures, moi, dans ma Syrie natale, on nous disait, ah, les Juifs, ils ont massacré des Palestiniens, ils ont massacré des Arabes, il y avait des tueries, il y avait des massacres avant l'indépendance d'Israël. Allez lire les livres de Georges Bensoussan. Vous découvrirez les massacres dont étaient victimes les Juifs, des communautés juives. Il n'y avait pas Israël à l'époque. On inventerait les femmes enceintes. Ça vous rappelle quelque chose? Le 7 octobre. Le Hamas s'inspire de cette haine légendaire depuis 80 ans, voire plus. Le mufti de Jérusalem, qui était grand ami de Hitler, etc., etc. On ne le dit pas. C'est ça l'injustice pour moi. Et puis, pour terminer avec les injustices, elles sont nombreuses, cette inversion accusatoire, avec tout ce qui se passe à Gaza, c'est flagrant. Vous avez un territoire dont Israël est parti depuis 2005. Depuis, des milliards sont injectés par le Qatar, les pays arabes, la Commission européenne, la France, des milliards et des milliards et des milliards. Et vous avez une population gazaoui au bord de la famine. Qu'est-ce qu'ils ont fait de ces milliards? Au lieu de développer un deuxième Dubaï ou je ne sais pas quoi, construire, éduquer leurs enfants, Israël ne demanderait pas mieux que d'avoir un pays pacifiste et développé à ses frontières. Ils ne sont pas si majeurs que ça, les Israéliens, pour
pour vouloir à leur côté des gens qui veulent le tuer, qui ont commencé les massacres déjà. Eh ben non, ils ont investi dans la haine, dans la destruction de leur propre territoire. Et c'est un versant accusatoire. Aujourd'hui, on vient accuser Israël du génocide, des nettoyages ethniques. J'ai été en Israël dans mon deuxième voyage, là où j'ai rencontré madame et monsieur. Je suis allé sur les frontières à Gaza. Une journée avec des amis qui m'ont organisé ce voyage. J'ai vu de mes propres yeux comment l'armée israélienne préparait des prospectus pour lancer, pour distribuer aux Gazaouis. Protégez-vous, on va bombarder tel ou tel secteur. Où voyez-vous une armée d'une soudière qui dit aux gens, partez de cet endroit, on va le bombarder. Même les Libanais, là, dans la guerre contre Hezbollah, les Libanais, allez voir les vrais Libanais qui disent, tous les matins, on n'écoute qu'une seule chose, le porte-parole de l'armée israélienne, parce qu'il nous disait où ils vont bombarder. On savait où on va se protéger. Ça, c'est une armée morale. On le dit jamais en France. Jamais on le souligne, jamais on le soulève. Les 600 000 Syriens qui ont été tués par Bachar al-Assad, croyez-vous qu'ils ont reçu un papier en disant attention, on va bombarder les terroristes? Joulani qui tue les Alaouites aujourd'hui, il fait la même chose là avec ses propres populations? Non, c'est toujours la faute d'Israël. De toute façon, quoi que fasse Israël, pour ses ennemis, ce sera toujours de sa faute. Israël doit continuer le combat. Vous connaissez mes positions. Je suis contre la solution en deux États aujourd'hui. La reconnaissance d'un État palestinien aujourd'hui, c'est une récompense pour les terroristes, d'abord. Ensuite, je l'ai dit toujours, non, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Il faut d'abord combattre cette haine, reconstruire Gaza avec une solution multinationale, et ensuite, au bout d'une génération ou deux, on examinera la question, est-ce qu'ils peuvent avoir, oui ou non, un État palestinien? Je pense que j'ai beaucoup parlé là, donc... non. Voilà. Merci Alexandre. Merci infiniment. On va passer aux questions avec l'assistance. 30 secondes. Je voulais te remercier je pourrais pas dire que c'est une conférence, je vais presque dire c'est confidence d'un Syrien français en Israël. Tu as parlé avec sincérité, émotion, tu as transmis, je pense, à travers tes paroles, le sentiment qu'on pouvait effectivement voir la réalité en face et non pas d'être endoctriné par des mauvaises personnes. En tous les cas, je te remercie, on peut encore l'applaudir. Voilà, mes chers amis, merci d'être aussi nombreux. On va passer aux questions-réponses. Voilà, posez des questions, faites pas trop d'observations, comme ça on pourra avoir un maximum d'échanges. Voilà, première question, avec plaisir. Alors, merci pour cette passionnante histoire. Vous avez dit que en Syrie, il y avait un problème d'éducation, parce qu'il n'y avait pas Internet. Mais quand vous êtes venu ici, il y avait déjà Internet. Donc, ils n'ont pas pu voir ce qui s'est passé vraiment en Israël, la vérité, pour le 7 octobre. Et la haine a continué, et Joulani, il est pas bon. Et votre chère compatriote pseudo-palestinienne, Rima Hassan, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il y a trois questions. Il n'y avait pas Internet à mon époque, mais maintenant qu'il y a Internet, c'est la question que je me pose. Aujourd'hui,
il n'y a pas qu'Internet, parce qu'Internet aujourd'hui c'est la jungle. Vous pouvez trouver tout son contraire, vous pouvez trouver le mauvais comme le meilleur. Et ces gens-là sont abandonnés. Et donc il y a un travail d'éducation même à l'usage d'Internet. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas apprendre l'histoire depuis Internet. Il faut des livres, il faut des spécialistes, il faut des programmes scolaires, il faut des visites aux endroits de l'horreur, il faut des dialogues, il faut des témoignages venant d'Israël, des Arabes israéliens qui vivent en Israël. C'est ça le vrai travail d'éducation, d'éducation. Et puis moi, je voulais vous dire aussi, c'est que si un Syrien aujourd'hui arrive comme moi, je suis arrivé à 22 ans, je pense qu'il va tomber, qu'il va être renforcé dans sa haine contre Israël et contre les Juifs parce que il va vite être récupéré par les marchands de malheur, par les gauchistes, par la gauche extrême et eux ils vont dire tu as raison, viens nous voir, tu as raison. C'est ça le malheur. Et donc c'est à nous aussi d'aller le récupérer et de lui dire voilà, de lui dire aussi autre chose qu'il entend et qu'il aimerait entendre. La deuxième question, c'était Rimata ou Yolani. Alors, Yolani, moi, je l'avais cru. Je ne crois toujours pas. Hier, il a fait une déclaration qu'il voulait faire la paix avec Israël. Ça serait trop beau. Et en même temps, moi, depuis le début, je dis, je ne veux pas pleurer un dictateur qui est Assad, qui a tué des gens de ma famille, y compris des Alaouites, et je ne veux pas applaudir un islamiste. Et depuis son arrivée, c'est un islamiste au pouvoir, malgré le fait qu'il essaye de mettre l'habit d'un modéré. Il est accueilli par l'Europe. L'Europe lui donne des milliards. Il paraît que le président Macron voulait l'accueillir à l'Élysée. Je rappelle qu'il est recherché par Interpol pour terrorisme. Il a fait des attentats en Irak. Et je ne parle pas de sa vie à Idlib dans le nord de la Syrie. Donc non, je ne crois pas, malheureusement. J'espère que j'ai tort, parce que si j'ai tort, ça serait bien. Mais j'espère, mais je ne pense pas que j'ai tort. Rima Hassan, j'étais l'un des premiers à pointer son arnaque, parce que Rima Hassan répète exactement les mêmes slogans de mon enfance syrienne dans les manifestations qu'on nous parquait pour aller dire mort à Israël et mort aux Juifs. Elle répète les mêmes slogans que son ami Assad. Et il répète notamment que les mots, et pour moi, c'est une femme dangereuse. Alors on m'a dit, parce que j'ai beaucoup parlé d'elle sur Twitter, j'ai beaucoup dénoncé. J'ai dénoncé surtout, j'étais le premier à dénoncer son voyage à Tunis, où elle a rencontré 3 chefs terroristes du djihad islamiste de Hamas et de FPLP. Le même jour, ils étaient tous les 4 sur la même tribune et les 3 terroristes, ils ont promis d'autres pogroms, notamment d'autres 7 octobre viendront. Elle était là. Elle n'en parle pas. J'arrête pas de la harceler là-dedans. Il paraît qu'il y a des plaintes. Voilà, donc il faut pas la lâcher. Alors on me dit que je donne beaucoup d'importance à Rima. Oui, parce que je pense qu'elle est dangereuse, parce qu'il faut la combattre. Une autre question. Cher Alexandre, tu as dit à la fin de ton intervention brillante, je suis pas un ami d'Israël, je suis pro-israélien. Qu'est-ce que tu entends par là, première chose? Et deuxième chose, qu'est-ce que tu penses de la position et de la politique française actuelle qui, elle, s'est définie comme un ami d'Israël? Alors peut-être que je me suis mal exprimé parce que je suis pas un ami d'Israël, je suis un amoureux d'Israël. J'aime ce pays, j'aime ce peuple,
Quand je suis là-bas, je ne peux pas vous expliquer l'état dans lequel je me trouve. Et en même temps, quand je dis pro-israélien, je l'assume dans le sens, je veux défendre Israël quoi qu'il se passe. D'accord? Quoi que fasse Israël, je serai de son côté. C'est une décision que j'ai prise pour les raisons que j'ai expliquées, les injustices, tout son cheminement, tous les mensonges qu'on m'a inculqués, j'ai décidé de me révolter. J'ai décidé de me mettre du côté de mon ennemi désigné. C'est pas des paroles en l'air, c'est-à-dire c'est pas un slogan. Quand je suis allé en Israël, j'ai décidé ça, j'ai dit je veux me mettre de son côté. Même si je suis pas d'accord avec lui, parce que de part de mon éducation, de part de tous les a priori que j'avais, il y a toujours une petite voix qui va vous dire mais non, mais je ne sais pas quoi. Non, je suis un pro-israélien. Je suis un soutien d'Israël jusqu'au bout. La deuxième question, c'était pour la France. Comment? Ah, la position de la France qui se dit. Alors, la position de la France, elle est très très ambiguë pour moi. C'est dû en même temps de notre cher président, à savoir on souffle le chaud et le froid. Et d'ailleurs maintenant on souffle que le froid, on souffle plus le chaud. Ça a commencé depuis. Alors moi je vais vous faire une confidence. J'ai été macroniste. J'ai voté pour Macron. Et en réalité, oui, mais moi, je pensais que, voilà, que j'étais un macroniste dur. J'étais même adhérent en 2017. Voilà, j'étais parmi les premiers adhérents. Mais là où il y avait une rupture, vraiment, avec Macron, c'est après le 7 octobre. J'avais déjà des réticences par rapport à sa politique. Moi, je comprenais pas la première chose. Je comprenais pas le fait qu'il ne soit pas allé dans la marche contre l'antisémitisme. Soi-disant pour protéger, parce qu'il est président de la République au-dessus de la mêlée. Eh ben non, monsieur, puisque vous êtes président de la République, vous êtes obligé, vous êtes tenu à être au premier rang de la lutte contre l'antisémitisme. Parce que cela se pose en réalité que lutter contre l'antisémitisme, c'est forcément lutter contre le musulman. C'est ce qu'il voulait protéger. Et donc, ça va à l'encontre de messages qu'il voulait véhiculer. Ses relations avec le Qatar, il ne parlait pas des otages, etc., etc. Et là, la fin. C'est en fait un cheminement de M. Macron qui dégringole petit à petit jusqu'à arriver au bas du bas. De parler, là, il est allé en Égypte, voir les Égyptiens et les Jordaniens, parler d'un État palestinien. Dans le dos des Israéliens. Israël, les premiers concernés, n'est même pas concerté, n'est même pas dire qu'est-ce que vous en pensez, non. État palestinien. Pour moi, c'est plus que de l'ambiguïté, c'est de la complicité. Désormais, je pense que la question se pose, qu'est-ce qui se passe à l'Élysée? Mais je ne suis pas dans le secret, je ne veux pas être complotiste parce qu'il y a beaucoup de théories en disant c'est lié avec le Qatar, je ne sais pas quoi, mais en même temps, la politique française a toujours été pro-arabe. Toujours, c'est pas une nouveauté. Mais moi, j'espérais que Macron allait peut-être changer la donne, avec courage. Mais non, finalement, non. Il s'est engouffré dans ce chemin de pire, même pire. Je pense pas que Mitterrand aurait accueilli au sourire presque béat le prince qatari. Il y a une manière de faire les choses. Il y a une manière de dire les choses. Il y a des gestes qu'il ne faut pas faire.
Vous pouvez discuter avec le Qatar, bien sûr qu'il faut discuter, même avec Delany, je ne dis pas qu'il ne faut pas discuter, mais il faut être ferme sur des positions, il faut dire les choses, il faut dire devant le Qatari, ils sont où les otages? Comment ça se fait que vous financez le Hamas? Vous voulez investir 9 milliards chez nous, mais alors que vous investissez aussi des milliards chez le Hamas. Voilà, il y a des fermetés à dire, il n'a pas. On n'est pas capable. L'homme n'était pas capable. Y a-t-il une autre question? Oui. On passe du côté de gauche, côté droit, une femme, un homme? On passe par une femme, priorité. C'est bon? Oui, bonjour. Merci pour ce que vous avez fait, dit. Vous pouvez juste mettre un peu plus, je n'entends pas. Là, ça va mieux. Oui, ça va mieux. Vous avez eu du mal aussi à convaincre la gauche israélienne, qui était parmi les gens qui vous ont accueillis. Et puis vous dites, après le 7 octobre, vous avez senti qu'il y avait un changement. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est, je voudrais que vous me parliez de l'entrisme des frères musulmans, puisque vous connaissez bien, de par votre filiation, votre père, ce que vous nous avez expliqué. Comment vous expliquez cet entrisme qui pollue aussi la gauche, et la gauche semble totalement aveugle? Oui. Pour la première question, oui, après le 7 octobre, j'ai senti un changement. Je suis allé 2 fois après le 7 octobre, et la troisième fois, le changement était encore plus visible. Mais il y a toujours une frange, une partie de la gauche israélienne qui malheureusement n'a pas bougé encore. Mais malgré tout, vous entendez beaucoup de gens de gauche aujourd'hui dire il faut qu'on termine le boulot. Il ne faut pas laisser ça. Ils le disent. Moi, je me rappelle de mes amis de premier voyage, et je les vois maintenant, j'en parle avec eux, ils sont presque devenus trumpistes. Ils applaudissent Trump. Il ne faut pas généraliser, tout le monde n'applaudit pas Trump, mais pour vous dire le changement. C'est-à-dire les otages, c'est une blessure dans la société israélienne, c'est une blessure profonde. Et qu'ils se sont rendus compte que le Hamas, en fait, ils pensent, il y a beaucoup d'Israéliens qui pensent que le Hamas a quand même, malgré tout, réussi sa campagne anti-israélienne, parce qu'en réalité, le 7 octobre, c'est pas seulement les otages, mais c'est aussi une campagne de dénigrement à l'encontre d'Israël que le Hamas a réussi à fédérer. La preuve, voilà, la gauche extrémiste du monde entier est devenue les porte-parole de Hamas. Il n'a pas besoin de faire des communiqués, ils font à sa place. Et il gonfle même ses chiffres. Vous avez vu, même le Hamas, il a vu ses chiffres à la baisse, alors que la France insoumise continue à dire 50, 60 000 victimes à Gaza. Alors que même le Hamas, il a vu ces chiffres, il a reconnu qu'il y a des chiffres qui sont faux. Donc, il n'a pas besoin de porte-parole, il les a. Et la gauche israélienne, je pense, moi, les gens que je connais, ils voient, j'ai entendu beaucoup de fois, beaucoup de gens qui disent, oui, il faut qu'on termine le boulot. Et même, il y en a qui disaient, en fait, Netanyahou n'est pas allé plus loin. En fait, il fallait rien négocier, il fallait dire, vous n'aurez rien, soit vous libérez les otages, soit vous n'aurez rien. Et d'ailleurs, c'est ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire, le Hamas refuse, bien sûr, les cessez-le-feu parce qu'Israël veut tout. Et cet arrêt d'aide alimentaire, pardon, il aurait fallu le faire avant, parce qu'en réalité, on commence à voir les effets sur le Hamas. C'est malheureux à dire, parce qu'il y a des civils gazaouis qui souffrent de la famine, etc. Mais n'oubliez pas que toute cette aide alimentaire est gérée par le Hamas, est détournée par le Hamas, est revendue par le Hamas aux Palestiniens, alors que c'était une aide gratuite. Le Hamas le revend
au marché noir au prix le plus fort. C'est aberrant. Donc, soutenir l'aide alimentaire aujourd'hui, quelque part, c'est soutenir le Hamas. Pour la deuxième question, l'entrisme de frères musulmans, oui, moi, c'est ce qu'on voyait en Syrie, on le voit aujourd'hui en France. Je fais toujours le parallèle. Ce que je vous assure que la gauche syrienne, par contre, la gauche syrienne à l'époque, elle était contre le frère musulman. Ce que vous aviez un régime Assad dictateur qui jouait avec ça, c'est-à-dire en même temps, il donnait la liberté aux frères musulmans, il construisait des mosquées, il y avait beaucoup d'associations, il y avait une infiltration dans l'administration syrienne, il payait même les femmes pour se voiler, il payait les femmes pouvaient avoir de l'argent pour se voiler. Et il y avait cette vague d'islamisation aux grandes dames de la gauche syrienne qui disaient mais mon Dieu, on va où? Mais c'est pas possible parce que la Syrie des années 60, l'islamisme n'avait pas de place. L'islamisme, vous voyez les images de l'Iran, de Shah, mais en Syrie c'est encore plus. Ma mère me disait qu'elle était à l'université dans les années 50-60, il n'y avait pas une seule femme voilée. Pas une seule femme voilée. Et quand elle voyait les universités de Syrie, de Damas, remplies de femmes voilées, se remplir. Hier, Yolani, il y avait une bande de milices féminines qui appelaient à porter le niqab. Pas le hijab, le niqab. Afghanistan en Syrie. Bonjour. Et là, on va en France le même schéma. Moi, je ne crois pas qu'ils vont arriver. Moi, je garde ma naïveté parce que quand même, la France, c'est la République, c'est les lois. C'est pas la dictature d'Assad. Il y a le droit, le régime c'est un État de droit, la France. Pas non plus demain devenir un État islamiste. Mais voilà, il y a un entrisme qui est présent dans l'administration, dans la gauche. Pourquoi la gauche? Parce que quelque part, elles ont pu tremper cette gauche humaniste par le palestinisme. C'est-à-dire aujourd'hui, la gauche qui prend le flambeau humaniste pour défendre les Palestiniens, ces pauvres Palestiniens opprimés, eh ben, en réalité, les frères musulmans, ils ont exploité cette brèche et depuis des années, ils travaillent dans cette direction par la cause palestinienne. Et vous avez Rima Hassan qui est un exemple. Alors, elle n'est pas frère musulman. Pour moi, elle n'est pas frère musulman, mais elle est le relais de frères musulmans. Elle n'est pas frère musulman. Je pense qu'elle n'est pas du tout islamiste même. Mais en réalité, elle répète le slogan quand elle parle d'islamophobie. Qui a inventé le terme islamophobie en France? C'est les frères musulmans. Très bien. Nous allons passer aux deux dernières questions. Voilà. Désolé, je suis un peu bavard, mais... Oui, vous avez dit que le peuple syrien était animé par la haine à la fois d'Israël et des Juifs. Il y a l'antisémitisme, vraiment c'est général là-bas, c'est voilà, c'est partout et partout. La question que je me pose, c'est que ce que je pense plutôt, c'est que voilà, Angela Merkel a fait venir entre 1 et 2 millions de Syriens. Oui. Et est-ce qu'à votre avis, il faut s'inquiéter pour les Juifs, les Juifs allemands, est-ce que les Juifs allemands risquent, voilà, d'être confrontés à de l'antisémitisme, à des attentats, de la violence à cause de l'arrivée de ces Syriens en Allemagne? À mon avis, il ne faut pas s'inquiéter pour les Juifs allemands uniquement, il faut s'inquiéter pour l'Europe, pour l'Allemagne en général. Effectivement, je pense que c'est 1 million de Syriens et non pas 2 millions. C'est 1 million de Syriens et je ne sais pas n'importe quel million de Syriens. Les réfugiés qui arrivaient en Allemagne de Syrie, ce sont des réfugiés
islamistes, de culture islamiste. On ne va pas dire qu'ils sont des islamistes organisés, mais c'est la culture islamiste qui règne. C'est des gens qui sont de culture religieuse, qui viennent des campagnes aérées. Bien sûr, il y a eu des diplômés, des ingénieurs, on dit même des médecins, mais la grande majorité de réfugiés politiques en Syrie qui sont venus dans les années 2014, 2016, 2015, c'est pas des réfugiés politiques qui ont combattu vraiment Assad, c'était plutôt l'émigration économique sous prétexte la guerre en Syrie. Et ça, c'est on oublie de le dire. Moi, je connaissais des gens qui ont obtenu le statut de réfugié politique, mais qui continuaient à rentrer en Syrie. Quand tu es réfugié politique, tu ne peux pas rentrer dans le pays où... Donc, l'Europe a laissé passer ça et on va le payer cher. Et on a déjà commencé à payer cher. C'est pas, ils font les juifs allemands. J'espère qu'ils ne sont pas nombreux. En Allemagne, je ne sais pas combien il y en a, mais oui, il y a un danger. 600 000 quand même. 100 000. Ah, oui, c'est pas mal. Pardon. Il y a un monsieur derrière. 2 minutes. Bon, juste une question. Une question. Alors, je veux vous poser la question. Le parti d'Assad, Oui. Les Alaouites, Oui. c'est le parti basse de Michel Aflaq. Alors, il ne faut pas confondre entre parti d'Assad et Alaouite. Alaouite, c'est une entité ethnique depuis laquelle il y a eu un clan d'Assad qui a pris le pouvoir militairement, effectivement, mais il y avait, dans ce régime Assad, il n'y a pas que les Alaouites. Donc, j'aime beaucoup corriger cette fausse idée. Les Alaouites n'étaient pas au pouvoir. C'est un clan alaouite qui était au pouvoir, c'est différent. C'est-à-dire, le parti basse, c'est pas un parti alaouite. Au contraire, d'ailleurs, comme vous le dites, Chrétien, il a été fondé par un chrétien qui est Michel Aflaq. Merci. Voilà. Et là, c'est pas grave, rien pour en poser des billets. Bonsoir Alexandre. Bonsoir, monsieur. Et merci pour votre humanité. Je voudrais vous poser une question, mais je ne sais pas s'il y a une réponse. L'origine de la haine islamiste pour l'antisémitisme, quel est-il? Est-ce que vous avez une réponse? Je ne suis pas un historien, je ne suis pas un spécialiste, malheureusement, de l'antisémitisme. Moi, ce que je peux dire, oui, l'origine de l'antisémitisme dans la culture arabo-musulmane, c'est l'islam. C'est les textes religieux qui sont très contradictoires d'ailleurs. Vous avez des textes qui disent qu'il faut respecter les juifs, les aimer, les chérir, et d'autres textes qui vont vous dire, à la fin du temps, vous allez croiser un rocher, le rocher va vous parler, il va vous dire, derrière moi, il y a un juif, venez le tuer comme Dieu vous l'a demandé. Donc, en fait, en réalité, l'islam doit faire son examen de conscience, comme toutes les religions. Et le problème, c'est ça, c'est des textes religieux qui sont contradictoires, qui attissent la haine, et l'antisémitisme est aussi nourri par cette cause palestinienne. Comme je disais, on nous disait les juifs qui venaient d'Europe pour nous voler les terres, pour tuer les Palestiniens, pour brûler les maisons, etc., etc. C'est vraiment les rhétoriques qui vous fait haïr les juifs. Vous êtes enfant, vous entendez ça, vous ne pouvez qu'haïr les juifs. C'est ça l'origine aussi de l'antisémitisme dans la culture arabo-musulmane. Et c'est pour ça qu'il faut commencer par le début.
changer la culture, l'éducation, les programmes scolaires, apprendre l'histoire des Juifs aux ces gens-là. Parce que moi, je connaissais rien de l'histoire des Juifs, de l'histoire juive en général, de cette richesse, de cette humanité. On nous raconte beaucoup de mensonges. Merci Alexandre. Merci à vous. Nous allons clôturer cette conférence. Merci infiniment. On retiendra les derniers mots que tu as pu prononcer. Ta mission, c'est de déconstruire la haine. Merci pour ça. Vous pouvez applaudir Alexandre. Merci beaucoup. Merci. À bientôt donc pour une nouvelle conférence. Et voilà. Merci à vous.